Les cycles géodynamiques de la lithosphère. Alors il y en a plusieurs de ces cycles, 4 grands cycles, et nous traiterons des 3 premiers. Alors où est-ce qu'ils sont ces cycles? Ouais. Bon, je veux les localiser sur une autre diapo un peu plus loin. D'abord, effectivement, c'est plus astucieux de vous présenter la coupe du globe terrestre et avec la lithosphère, puisque c'est de lithosphère qu'il s'agit. Comme vous le voyez, la planète comporte un certain nombre d'enveloppes. C'est une planète tellurique qui s'est faite par rotation, et cette rotation s'est faite avec des matériaux qui avaient une densité différente, une température différente et par conséquent une vitesse de rotation différente. D'où cette espèce de stratification en quelque sorte de la planète avec la croûte. Nous verrons un peu plus loin en détail, plus en détail, en quoi consiste cette croûte. Vous voyez, 35 km. Le manteau supérieur, 635, il est beaucoup plus épais et il est essentiellement visqueux. Ensuite, le manteau inférieur qui est plus épais, 2230 km, qui est plutôt solide. Puis le noyau qui est externe et liquide, 2200 km. Et enfin, le noyau central qui est solide. Donc, un certain nombre d'enveloppes qui s'échelonnent sur plus de 6000 km. Et nous allons nous intéresser justement à la portion tout à fait externe du globe, celle où s'exercent les cycles géodynamiques dont nous allons parler aujourd'hui. Alors voilà une coupe plus détaillée qui vous montre la partie supérieure du manteau et de la croûte. Vous voyez, la croûte, elle est plus ou moins épaisse, ici continentale, faite de silicium et d'aluminium, et ici elle est océanique, plus mince, et faite de silicium et de magnésium, et elle est plus lourde. Plus lourde. Autrement dit, lorsque vous mettez tout ça en mouvement, la croûte océanique qui est plus lourde que la croûte continentale a tendance à passer sous cette dernière. Vous voyez, 3,2 contre 2,93. Ensuite, il y a une discontinuité ici, qu'on appelle la discontinuité de Morovičić, et qui sépare justement l'ensemble croûte continentale, croûte océanique du manteau supérieur ici. Et la lithosphère, c'est l'ensemble croûte plus manteau supérieur. Et ce manteau supérieur, il est intéressant parce que, encore une fois, il est plutôt visqueux et par conséquent, les matériaux de la croûte, légères ou denses, pourront être animés de mouvements qu'on appelle les mouvements de convection. C'est-à-dire que les matériaux chauds ont tendance à monter vers la surface de la Terre, alors que les matériaux plus froids ont tendance à descendre. Et ceci anime ce que l'on appelle les courants de convection.
Et alors, je vous en parlerai plus en détail de ces courants de convection lorsque nous examinerons une prochaine fois les cycles géodynamiques de la lithosphère à l'échelle de la croûte et du manteau, que nous n'allons pas examiner aujourd'hui. En effet, parmi les grands cycles géologiques auxquels nous nous intéresserons et qui concernent la croûte terrestre, vous voyez qu'il y en a 4. Il y a d'une part un cycle court, c'est le cycle de l'eau, ici, l'eau qui circule à la partie externe de la croûte ou bien à la partie supérieure interne de la croûte. Cycle externe et cycle interne. Puis le cycle sédimentaire, c'est l'ensemble des événements qui conduisent à la formation de sédiments et de roches. Alors, ces cycles sédimentaires, ils interviennent en milieu continental, marin ou mixte. Ensuite, le troisième cycle auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est le cycle orogénique, c'est-à-dire celui qui accompagne la formation d'une chaîne de montagnes. Et le dernier grand cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. Alors, lui, il concerne la tectonique des plaques. On va travailler à une autre échelle. En effet, ces différents cycles ont des durées extrêmement variées. Le cycle de l'eau, c'est quelques semaines, quelques mois. Le cycle sédimentaire, c'est quelques centaines de milliers d'années ou jusqu'à quelques millions d'années. Le cycle orogénique, c'est 300-400 millions d'années. Et le cycle de Wilson, qui concerne la formation d'une pangée, puis l'éclatement de cette pangée et la formation d'une autre pangée, lui, c'est 400 à 500 millions d'années. Actuellement, nous sommes au milieu d'un cycle de Wilson, c'est-à-dire que les continents et les océans recouvrent d'une manière très hétérogène, disparate, la croûte terrestre, soit sous forme de croûte continentale, soit sous forme de croûte océanique. Mais tout ça, ça bouge, et à certains moments, les croûtes continentales vont s'unir entre elles pour constituer un méga-continent qu'on appelle une pangée. Autrement dit, les cycles de Wilson, c'est cette succession. On rassemble tous les continents et toutes les plaques, et puis ensuite ils s'écartent de nouveau, et ils vont former une autre pangée à un autre endroit. Et on connaît comme ça, à travers l'histoire de la Terre, une dizaine de pangées successives. Dizaines de pangées, c'est-à-dire une dizaine de fois où tous les continents se sont réunis, pangées, et puis ensuite ils se sont séparés. Autrement dit, tout ça, c'est un mouvement, mais en ce qui concerne les cycles de Wilson, nous leur consacrerons un cours entier, peut-être l'année prochaine, si nous avons la chance de nous retrouver encore. Alors, le cycle de l'eau, c'est le cycle le plus court. Vous voyez que l'eau se situe essentiellement dans les mers et les océans. Il faut que je me mette un peu plus haut là. Oui, voilà. Et ensuite, vous voyez qu'elle s'évapore à la surface de ces mers et de ces océans. Et elle se transforme en vapeur d'eau qui, dans l'atmosphère, va se condenser et qui va donner des nuages.
ces nuages vont être amenés à se déplacer du fait des différences de température qui existent tout au long de cette trajectoire. C'est chaud ici en bas près des mers, c'est froid ici en haut, au niveau des nuages. Et lorsque les nuages se sont suffisamment accumulés, ils donnent des pluies. Ces pluies tombent à la surface du sol, elles vont ruisseler, alimenter des cours d'eau, et ces cours d'eau rejoignent de nouveau la mer. Voilà le cycle de l'eau. Alors, il est important parce que d'une part, nous avons besoin d'eau pour vivre, et d'autre part, c'est ce cycle-là qui accompagne d'une manière évidente, plus évidente que les autres, notre environnement. C'est ce cycle-là qui modèle les paysages, essentiellement. Les autres cycles, qui sont beaucoup plus longs, sont perceptibles à l'échelle des temps géologiques. C'est un autre problème. Voilà une autre image de ce cycle de l'eau qui reprend l'image précédente en vous montrant le relief en plus. Vous voyez l'évaporation à partir des océans, la condensation, le déplacement au niveau de l'atmosphère et la précipitation sous forme de pluie ou de glace, de neige également. Et puis ensuite la chute à la surface de la Terre, et puis la circulation, soit en profondeur, soit à la surface de la topographie. Et les eaux rejoignent les océans. Ces mouvements d'eau se traduisent par l'individualisation de ce que nous appelons des aquifères, c'est-à-dire des dispositifs porteurs d'eau, des aquifères. Alors, ces aquifères sont extrêmement variés, tant par leur localisation que par leur organisation, leur architecture. Alors, ils sont numérotés ici, vous voyez, de 1 à 6, voilà, un peu dans le désordre. Ici, en 1, l'eau qui s'est accumulée s'infiltre dans le sol à la faveur de matériaux qui sont perméables et constitue ce qu'on appelle une nappe éluviale, c'est-à-dire une nappe qui est relativement dispersée, qui n'est pas localisée, contrairement à la nappe alluviale. La nappe alluviale, c'est celle qui accompagne un ruisseau ou un cours d'eau. Là, la nappe, elle est peu effusive, vous voyez, elle occupe toute cette partie supérieure de la croûte qui est constituée de matériaux perméables. Vous voyez, là, on a représenté des granites, en quelque sorte, et ceci, ce sont les sables granitiques, les arènes, qui sont gorgés d'eau. Mais cette nappe-là n'est pas localisée. Elle imbibe la totalité du sédiment. En 2, ici, alors, ça, on a représenté la nappe profonde, c'est-à-dire que cette fois, les eaux tombées à la surface du sol ont profité de la mise en place de failles pour rejoindre des couches qui sont perméables, c'est-à-dire qui permettent l'emmagasinement de l'eau, des nappes profondes. En 6, ici, la nappe alluviale. C'est celle que nous voyons sous les yeux d'une manière générale, la nappe de l'Adour, la nappe du Gave de Pau ou de la Garonne. Elle est tributaire d'une alimentation par un cours d'eau.
cette nappe alluviale. Et elle s'accumule sous forme de étagés ou pas de niveaux d'aquifères. Parce que dans les terrasses alluviales, il y a une structuration d'ensemble, c'est-à-dire que les terrasses sont ou bien étagées, ou bien emboîtées les unes les autres. Nous étudierons ceci plus en détail lors du prochain cours, lorsque nous étudierons la Garonne, un fleuve, la Garonne. Alors, un peu dans le désordre, les nappes très profondes ici, ce sont des nappes qui sont accumulées dans les profondeurs de la croûte, et les eaux se sont enfoncées graduellement à la faveur de failles, et en général, elles se sont minéralisées, elles sont riches en minéraux. Contrairement aux eaux de surface ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En 4, ça, c'est un réseau karstique, c'est-à-dire qu'on est dans des terrains qui sont calcaires, et les eaux qui sont tombées à la surface des sols, eh bien, descendent, pénètrent en profondeur au sein des masses calcaires, à la faveur de failles, et puis ensuite s'écoulent à l'horizontale en utilisant les plans de stratification. Vous voyez, l'exemple le plus frappant dans la région, ce sont les grottes de Betaram, qu'on visitera peut-être un jour ensemble, et je vous montrerai quelle est la géologie absolument extraordinaire de ces grottes de Betaram. Il y a des gouffres, comme ça, où l'eau s'infiltre en profondeur le long de failles, et puis il y a des petites nappes qui s'étalent à l'horizontale à la faveur des plans de stratification. Et puis les résurgences, ici, ce sont les points précis ou diffus où l'eau qui a circulé dans le sous-sol ressort à la surface sous forme de source ou de résurgence. Autrement dit, vous voyez qu'il y a toute une série d'aquifères qui sont à mettre en relation avec la nature du sous-sol et sa structure. Nature du sous-sol, terrain perméable ou imperméable, structure, terrain faillé ou au contraire compact. Voici un peu plus dans le détail le circuit que suivent les eaux souterraines. Voyez, ici nous avons l'impluvium 1, c'est-à-dire la surface de la planète qui reçoit les eaux du futur aquifère. Alors, cet impluvium peut être très développé ou au contraire beaucoup plus réduit. Ceci dépend des conditions d'alimentation en eau par les nuages, et ça dépend également de la nature du sous-sol. Et la quantité d'eau qui est infiltrée ne dépend pas de l'impluvium. Si l'impluvium est très large, eh bien à quantité égale, les eaux s'infiltreront très lentement, on ne les verra pratiquement pas. Par contre, si l'impluvium est très localisé, à ce moment-là, il y aura de véritables cascades qui s'exerceront. Ensuite, les eaux tombées à la surface du sol s'infiltrent, en particulier à la faveur de cassures ou de plans de stratification. En descendant en 3, elles se réchauffent, 1 degré tous les 33 mètres,
de profondeur. Donc lorsque vous avez des eaux à 5-6 000 mètres, 5-6 km, elles sont chaudes. Heureusement pour les stations thermales. En 4, donc, elles transitent. Alors le transit s'effectue soit au niveau de fissures, soit au niveau de plans de stratification, soit au niveau de surfaces limites de roches qui sont tout à fait différentes. S'il y a ici, vous voyez, en 4, on a une roche très compacte, par exemple du quartzite, eh bien les eaux ne vont pas traverser. Mais si à côté ici on a du calcaire, eh bien au contact des deux, quartzite et calcaire, par dissolution du calcaire, les eaux vont circuler, forcément. En 5, comme je le disais tout à l'heure, donc elles se minéralisent. En 6, elles refroidissent. Et alors, vous voyez, les flèches bleues indiquent une remontée des eaux. Cette remontée peut être naturelle parce que les eaux sont chaudes et que les matériaux qui les contiennent permettent le déplacement aisé de ces eaux vers la surface. Donc, elles sont très chaudes ici, elles sont moins chaudes ici, et par conséquent, elles montent. C'est la différence de température qui détermine le mouvement des eaux de bas en haut. Voilà. Alors, ensuite, elles se mélangent ici, et là, on est au niveau de la surface du sol, c'est-à-dire que on a des eaux qui viennent soit des cours d'eau, qui viennent soit des sources superficielles, vous voyez, qui sont indiquées ici. Donc il y a des zones de mélange en général au pied des chaînes de montagne. Bon, en 7, elles émergent, c'est-à-dire c'est les points précis où les eaux sortent de terre sous forme de sources. Alors, je profite de ce schéma pour vous dire que l'eau, je ne vous apprends rien, est un bien très précieux, évidemment, qu'il faut protéger. Et le rôle de l'hydrogéologue, c'est justement de protéger cette eau, c'est-à-dire ces nappes souterraines, ces ruisseaux, ces rivières et ces sources. Pour ça, il est expert en hydrogéologie et c'est lui qui va définir les périmètres de protection, c'est-à-dire des zones avec des servitudes particulières où on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi. Pour une source, par exemple, ponctuelle comme celle-ci, eh bien, on va définir un périmètre de protection qui est immédiat, qui sera clôturé et dans lequel on ne pourra rien faire. Vous avez vu, sûrement, les uns et les autres, des périmètres de protection immédiats autour de sources ou de puits. Ensuite, l'hydrogéologue va définir un périmètre rapproché qui va couvrir la zone d'alimentation de la source. Surtout si cette alimentation s'effectue près de la surface du sol et par conséquent est susceptible de pollution. Alors évidemment, ces périmètres rapprochés sont plus ou moins importants. Sur les pentes, en général, ils ont une forme d'arc, de cercle, en quelque sorte, avec des angles de à peu près 120 degrés. Vous avez peut-être vu, en particulier en montagne, ces périmètres immédiats et rapprochés qui sont donc indiqués. Et puis, il peut y avoir un périmètre éloigné et lui, évidemment, il concerne, quand il s'agit de cours d'eau, il concerne toute la zone d'alimentation des cours d'eau
en montagne, dans lesquels on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Un petit clin d'œil sur une source profonde qui est la source des abatilles dans le Massif central, et c'est en creusant un puits pour chercher du pétrole que, vous voyez, en 1923, cet ingénieur, Louis Lemarrier, a découvert une eau chaude et minéralisée, mise en bouteille, la source d'eau des abatilles. Autrement dit, l'hydrogéologie profonde a certaines affinités avec la recherche du pétrole également, puisque les dispositifs de ces aquifères se ressemblent. Alors voilà un premier bilan du cycle de l'eau quantifié. Vous voyez que l'évaporation, c'est 16 milliards de litres d'eau par seconde à l'échelle de la planète, soit 1000 km3 par jour. Et évidemment, cette évaporation a son équivalent sous forme de précipitations d'eau douce, c'est-à-dire la neige, la glace, l'eau, etc. Autrement dit, cette quantité phénoménale d'eau se répartit, heureusement, sur des surfaces très très grandes à l'échelle de la planète. Et malheureusement, actuellement, vous le savez comme moi, cette surface se rétrécit en relation avec le réchauffement climatique, autrement dit, en relation avec la différence croissante entre la température de l'eau, de mer et des océans, et la température de l'atmosphère. Le passage du chaud au froid est plus localisé, plus rapide, et par conséquent, les chutes d'eau sont beaucoup plus importantes. En ce qui concerne la durée, vous voyez que l'eau passe une semaine dans l'atmosphère et la biosphère, 10 ans dans un lac, 1000 ans dans les calottes glaciaires à peu près, et plusieurs milliers d'années dans les nappes souterraines. Autrement dit, ce système aquifère à toutes les échelles est mouvant, il se déplace, il n'est pas stable, mais ces mouvements sont extrêmement divers d'un point à l'autre de la planète. L'eau venue du ciel, c'est, vous voyez, 120 000 km3 par an sous forme de pluie. 18 millions de tonnes tombent quelque part chaque seconde. C'est extraordinaire. Autrement dit, l'eau est un phénomène vraiment tout à fait particulier et qui mérite toute notre attention. Voilà ici un exemple des précipitations d'eau en France. C'est un schéma qui est extrêmement classique, voyez, et qui est déterminé essentiellement par la latitude, le sud et le nord, et par les reliefs. Vous voyez par exemple en Aquitaine, ici en rouge, la quantité d'eau qui tombe à la surface du sol est moindre, bien moindre que dans les Pyrénées. Nous passons maintenant au cycle sédimentaire. Nous changeons d'échelle. Nous passons, si vous voulez, des années aux dizaines, voire milliers d'années. Le cycle sédimentaire, vous voyez, il débute par la sédimentation. C'est-à-dire qu'on a localement à la surface de la planète un dépôt de sédiments extrêmement divers.
Ça peut être des ions en solution, ça peut être des petits grains de quartz, ça peut être des cailloux, etc. Mais il y a en permanence donc de la sédimentation. Ces sédiments qui sont là, qui ne sont pas compacts, ils vont subir la diagenèse, c'est-à-dire une transformation qui va, je vous montrerai des exemples, qui va souder les grains entre eux et les rendre plus compacts en quelque sorte. Et on va ainsi passer du sédiment à la roche sédimentaire. La roche sédimentaire, c'est le caillou compact que l'on voit sur le terrain. Ensuite, la tectonique, en particulier dans les chaînes de montagne, remet la roche en question à l'affleurement. Cette roche qui est à l'affleurement, qu'on appelle la roche mère, eh bien, elle va subir l'altération en surface, altération en place, puis érosion et transport, et va finalement se déposer quelque part ailleurs sous forme de sédiment. Autrement dit, il y a là une évolution cyclique. On passe d'un sédiment originel et on arrive à un autre sédiment dérivé à travers donc ce cycle sédimentaire. C'est un cycle sédimentaire qui dure plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'années. C'est quelque chose de très lent, en particulier la diagenèse est lente. Alors l'altération, elle est évidemment fonction de la nature de la roche et par conséquent du minéral ou des minéraux que l'on trouve dans cette roche. Donc elle s'effectue essentiellement à la surface de la croûte terrestre par les agents atmosphériques, c'est-à-dire l'eau, le vent, etc., par les eaux souterraines, sous forme d'altération hydrothermale, par le climat tempéré, équatorial, par la nature de l'eau de départ, température, composition chimique, etc., et par la structure des roches, c'est-à-dire par leur degré de fracturation. Les roches sont compactes, elles résistent à l'eau. Elles sont fracturées, elles sont traversées par l'eau facilement. Et ces fractures sont propres à chaque type de roche. Chaque type de roche a par conséquent son type d'altération à travers sa structure. Ceci, ça donne une variété d'exemples absolument extraordinaires. Et l'altération, alors là, je m'adresse aux géologues, l'altération renseigne sur les climats du passé. Climat du passé, c'est-à-dire il y a quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers, voire millions d'années. Et évidemment sur la latitude, c'est-à-dire l'endroit précis de la planète, entre les pôles et l'équateur, où s'effectue cette altération. Évidemment, pour nous, géologues, ça nous permet de reconstituer les climats du passé et par conséquent, s'agissant d'organisation climatique, on parle tout de suite de pôles, d'équateurs, etc. Donc on est capable, à travers les roches et leur altération, de les situer dans le contexte où s'est effectuée cette altération et par conséquent le dépôt. On est capable de reconstituer l'équateur de la Terre ou de la Pangée d'il y a 500 ou 800 millions d'années. On sait que telle roche s'est altérée dans l'équateur de l'époque, même si aujourd'hui elle se trouve au niveau du pôle Sud, puisque tout ceci est en mouvement.
Alors, cette altération, vous voyez, suivant les flèches bleues, elle dérive d'une roche mère et elle est extrêmement variable selon la nature de cette roche mère. Vous voyez qu'un schiste, qui est une roche métamorphique, va s'altérer en argile. Le schiste, c'est une ancienne argile qui, par la chaleur et le métamorphisme, s'est transformée en schiste ou en micaschiste. Le granit, ici, il va se transformer en sable parce que il contient du quartz, du feldspath et des micas, et les micas et les feldspaths s'altèrent très facilement à l'eau. Par contre, le quartz résiste et par conséquent, il va donner des grains, d'où des sables. Le micaschiste, alors le micaschiste, c'est à peu près l'équivalent d'un schiste, mais il est un peu plus transformé. C'est-à-dire que si l'altération est totale, on passe d'une argile à un granit. On a argile, schiste, micaschiste, gneiss, granit d'anaffixie, granit. À travers tout un tas de transformations internes, évidemment. Donc le micaschiste, c'est un schiste qui est un peu plus riche en silice sous forme de quartz. Et par conséquent, ça va donner une argile sableuse avec des petits grains de sable. Les grès qui sont ici vont donner des sables. Tout simplement, le liant du grès, surtout s'il est calcaire, sera altéré très facilement par les eaux, et s'il est argileux, il sera mécaniquement emporté par les eaux, et les grains de sable resteront sur place. Et évidemment, si on a du grès plus une quantité de schiste, eh bien on aura un peu plus d'argile dans le sable. Autrement dit, lorsque vous voyez un sable sur le terrain, eh bien il faut penser à toute l'évolution qu'il a subie avant de se présenter à nous sous forme de sable. Et s'il est très évolué, il sera très difficile de reconstituer les étapes. S'il est très évolué, on aura des grains de quartz. Point. S'il est moins évolué, il y aura un peu plus d'argile. Encore moins évolué, on y trouvera des petites paillettes de mica également, ou des feldspaths, etc. Et donc, on pourra, à travers la nature du sable, reconstituer en quelque sorte l'histoire géologique qu'a subi ce sédiment et remonter jusqu'à la source, c'est-à-dire la roche originelle. Alors voilà, quelque chose qui, lorsque j'étais étudiant, nous échappait totalement et qu'on ne nous apprenait absolument pas. Ça, c'est l'altération. C'est l'altération du granit. Le granit, c'est une roche qui est éruptive et qui comprend du quartz, du feldspath et du mica. Et vous voyez que vers la surface, ça c'est une photo qui est prise en Bretagne, vers la surface, vous voyez que la roche massive grise qu'est le granit, avec ses graines de quartz, de feldspath et de mica, petit à petit se transforme en lit, en quelque sorte, en bancs, qui vont être plus ou moins solidaires les uns des autres, et de moins en moins solidaires au fur et à mesure que l'on se rapproche de la surface. Alors ceci, c'est très particulier, ça a été bien étudié par les hydrogéologues ces 20 à 30 dernières années. C'est lié justement aux relations entre la roche granitique, l'eau et le contexte structural dans lequel se trouve le massif de granit.
Un massif de granit, c'est une masse qui, comme vous le savez, vient des profondeurs de la croûte terrestre et s'est trouvé figé à l'intérieur de l'écorce, quelque part en profondeur à 2, 3, 4 000 mètres. Et il s'est trouvé figé parce que le magma originel du granit s'est refroidi et transformé en roche compacte. Et ce n'est que plus tard que l'érosion de surface a mis à nu le granit en question. Et cette érosion de surface, vous la voyez ici. Et elle s'effectue de la manière suivante. Les granites en général, je vous montrerai des exemples, sont fissurés. Il y a des fissures verticales. Donc les eaux ont tendance à s'infiltrer au niveau de ces fissures. Et les minéraux qui sont attaqués en priorité, c'est le mica, les amphiboles, les pyroxènes et les feldspaths. Le quartz, lui, résiste. Mais pour que cette altération se fasse, il faut que les minéraux en question se chargent d'eau. Il faut que le mica se charge d'eau. Il va augmenter de surface, de volume, en se chargeant d'eau. Et par conséquent, il va avoir tendance, ce mica, comme le feldspath, à faire éclater la roche. Mais cet éclatement va se faire en fonction de la nappe, en fonction de l'espace disponible. Et l'espace disponible ici, il est à la surface du sol, il n'est pas en profondeur. C'est pour ça que ce que vous voyez là, c'est une altération sélective des quartz, des feldspaths et des micas, mais qui ont tendance à pousser la matière vers le haut. Et cette poussée détermine la création de ces strates. Ici, c'est très altéré, ici, ça l'est moins, et là, ça l'est pas du tout. Et les minéraux qui sont ici et qui sont dilatés, ils ne peuvent pas aller ni vers la droite, ni vers la gauche, parce qu'il y a d'autres minéraux et d'autres granites. Par conséquent, ils s'en vont vers la surface, vers l'air libre. D'où cet encroûtement, si vous allez en Bretagne, mais même dans les Pyrénées, je vais vous montrer des exemples où on voit ce type d'altération des feldspaths et des micas, des granites, en relation avec une augmentation de volume et une répartition des charges. Alors, lorsque l'altération est très poussée, même totale, pratiquement totale, il reste un bloc de granit qui est ici. Et ici, on a des failles, vous voyez, on a des failles qui ont permis la circulation des eaux et le découpage, justement, le découpage de ces blocs. Et ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est ce fameux litage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, cette altération qui s'effectue sous forme de croûte superficielle à la surface du granit. Ça, c'est le granit du Sidobre. Et voilà un exemple pyrénéen, justement. C'est le granit de Cauterets. On le voit au-dessus, avant d'arriver à Cauterets. Et vous voyez la masse de granit ici, vous voyez des petites failles verticales. Ces failles verticales ici permettent la circulation des eaux en profondeur. Et puis surtout, ce qui est important, et qu'on nous a montré très récemment, moi je vous avoue, je n'avais jamais prêté attention à ce phénomène, c'est que vous voyez que le granit ici, eh bien, il se dispose en couches, comme ça, qui sont parallèles à la surface. Parallèles à la surface, et ça traduit ce phénomène d'éclatement sélectif avec une migration de la matière vers le haut, qui est libérée. Autre type
d'altération et d'érosion, le karst. Alors cette fois, les eaux s'attaquent au carbonate de calcium, au calcaire. Alors là, le processus est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que les eaux de surface sont chargées en CO3H, hydroxyde de carbone, en relation avec le fonctionnement du couvert végétal. Voilà. Et la putréfaction du couvert végétal fait que le carbone du CO3H s'associe au calcium pour donner du CO3Ca, c'est-à-dire du carbonate de calcium. Alors ce carbonate de calcium, il va avoir tendance à s'infiltrer en profondeur en suivant les eaux de surface ici. Alors, comme on est dans un domaine montagneux, ici on est dans les Pyrénées occidentales, ce sont les Ardanies, vous voyez qu'il y a toute une série de fractures de surface qui permettent l'infiltration massive des eaux, et ces eaux qui s'infiltrent ici vont alimenter les grottes du Pays Basque dont j'ai oublié le nom. La pierre Saint-Martin, voilà, les grottes de la pierre Saint-Martin. Alors voilà, un autre type d'altération qui est tout à fait différent, dont je vous parlerai, je crois, prochainement, puisque nous devons traiter de la géologie de Cuba, prochainement. Alors ça, c'est un exemple tout à fait particulier, curieux, la formation des mogotes. Ici, c'est une altération qui est karstique, comme la précédente, mais les roches sont très riches en fer, ici, et les fractures verticales jouent d'une manière extrêmement active, ce qui fait qu'on a des paquets ici de calcaires qui sont très ferrugineux, qui sont isolés les uns des autres par des failles qui ont été élargies par dissolution. Vous voyez le fer ici en bas. Autrement dit, c'est un autre type de karstification en relation avec une fracturation profonde et la présence d'oxyde de fer. Vous voyez ici à Vignales, l'altération ici avec le fer. Vous voyez, toujours même dispositif, la fracturation verticale, là on a des strates qui sont en train de disparaître, puisque l'altération du calcaire fait que le carbonate de calcium s'en va et il ne reste que le fer. L'érosion maintenant. L'érosion, c'est la dégradation du relief terrestre et par conséquent, elle est en relation avec la tectonique qui a porté ces roches à l'affleurement. Elle est fonction de l'importance du relief. L'érosion est plus forte en montagne qu'en plaine, évidemment. Ceci en relation avec la gravité qui attire toutes les matières vers le centre de la Terre. La présence d'eau et par conséquent l'altitude mais aussi la latitude, donc le climat. Alors oui, là j'ai noté le fait que le vent aide évidemment l'eau dans le processus de l'érosion parce que le vent pousse l'eau dans des endroits où elle n'irait pas s'il n'y avait pas de vent. Ce qui fait que le vent décuple l'action d'érosion de l'eau. Évidemment, cette érosion dépend de la structure des roches. Elles sont litées, plus ou moins compactes, plus ou moins résistantes également. De la déformation tectonique,
et en particulier de la fracturation. Alors le couvert végétal joue un rôle important, il est mixte. D'une part, le couvert végétal protège le substrat géologique de l'altération par sa présence, mais il accentue le processus d'altération par sa relation étroite avec le sol et le sous-sol, à travers les racines, en quelque sorte. Donc il est mixte. L'action du couvert végétal. Évidemment, l'action de l'homme, déforestation, et puis un phénomène très important dont nous allons parler également, c'est l'érosion du littoral, qui est un phénomène majeur actuellement, en relation avec le réchauffement climatique. Alors, quelques exemples d'altération, ça donne des roches de formes tout à fait particulières. Ici, nous sommes en Australie. Je vous promènerai à travers ce continent dans un prochain cours et nous verrons en particulier cette forme d'altération dans des grès ferrugineux qui sont deltaïques du Dévonien. Alors il faut imaginer évidemment des blocs de grès qui sont séparés par des failles, mais une pression climatique superficielle de température et d'eau très importante. Ce qui fait que, au lieu d'avoir des cubes comme dans le granit, on a des boules comme ceci également. Un autre type d'altération, là nous sommes en Nouvelle-Zélande, et où ce sont, vous voyez, les bancs calcaires qui sont très fins, ils sont très compacts, mais fissurés, vous voyez, profondément fracturés. Et les eaux de surface s'infiltrent, comme vous voyez à travers ce karst qui est ici, s'infiltrent en profondeur, et comme nous sommes au bord de la mer et de l'océan, les eaux océaniques remontent à travers les vagues à l'intérieur de cet ensemble carbonaté, ce qui fait que le karst fonctionne de manière double, par le haut avec les eaux de surface et par le bas par l'altération mécanique des vagues. Et ça donne évidemment des paysages exceptionnels. L'érosion glaciaire. Alors l'érosion glaciaire, là vous avez une vallée avec sa forme en U, très particulière, un fond plat, des bords très relevés. Pourquoi? Mais parce que l'érosion s'effectue par une langue glaciaire qui est chargée de blocs. Et en raclant sur les côtés et sur le fond, les blocs ménagent donc ces vallées qui ont une forme en U. Donc que nous verrons également lorsque nous irons en Nouvelle-Zélande. Voilà un autre type d'érosion glaciaire, fossile cette fois. Il n'y a plus de glaciers, malheureusement. C'est le cirque de Gavarnie avec sa cascade qui est ici, le Marboré. Vous voyez ici l'épaule, la tour, le casque. Et ici, on a le cirque. Et est-ce que j'ai mis un schéma? Oui, j'ai mis des schémas. Voilà comment fonctionne l'érosion glaciaire. Vous voyez, ici, c'est l'exemple des Pyrénées avec le versant espagnol et le versant français. Et ici, nous sommes au niveau du Marboré avec, vers le nord, ici, le cirque de Gavarnie et vers le sud, ici, le cirque d'Ordesa. Autrement dit, l'érosion glaciaire a fonctionné d'une manière très vigoureuse
par érosion remontante et faisant en sorte que les vallées ont tendance à se rejoindre en altitude. Et localement, dans le cirque de Baroud, elles se sont rejointes déjà. On a des cirques cassés qui résultent de la jonction entre la vallée glaciaire de Baroud et la vallée plus méridionale en Espagne, dont j'ai oublié le nom. Alors, un élément très important de l'érosion, c'est justement la rimaille qui est ici et là. C'est-à-dire que on a en amont la roche, ici. En aval, on a la langue glaciaire. Alors, j'ai représenté ici des langues régressives, c'est-à-dire que à un moment donné, la langue glaciaire s'étalait jusqu'à la région de Lourdes et maintenant, elle a totalement disparu. Et ici, on est dans un stade ultime, de part et d'autre, versant espagnol et versant français. Et la formation du cirque est liée au fonctionnement de la rimaille. La rimaille, c'est ce trou ici en forme de croissant, c'est cette dépression en forme de croissant qui sépare la langue de glace qui est en aval et la chaîne montagneuse, la montagne qui est en amont. Et vous voyez que l'érosion s'effectue d'une manière remontante, érosion glaciaire remontante. Ici, on est en période froide. Et en période froide, les roches qui sont ici sont fracturées, évidemment. On est dans une chaîne de montagnes. Et les fractures se remplissent de glace. C'est-à-dire que ces fractures remplies de glace vont éclater la roche, puisque la glace augmente de volume par rapport à l'eau. Et lorsque on arrive à faire une période plus chaude, une période à l'échelle des temps géologiques, c'est pas 8 jours, hein, c'est quelques centaines, milliers d'années en quelque sorte, eh bien ces blocs qui sont ici se détachent les uns des autres, ils ne sont plus tenus ni par la glace ni par l'eau qui est partie. Ce qui fait que ces blocs tombent ici, dans cette dépression qui sépare la montagne de la langue glaciaire et qu'on appelle la rimaille, en quelque sorte. Et évidemment, cette rimaille, elle était située ici, il y a quelques centaines de milliers d'années, ici, et actuellement elle est là. Elle ne fonctionne plus en tant que rimaille, puisqu'il n'y a plus de glace. Mais en hiver, les eaux arrivent à geler, malgré tout, ici, ce qui fait qu'il arrive qu'à la fin du printemps, on voit des blocs tomber, ici ou là, mais ça n'a rien de comparable avec l'érosion des périodes glaciaires, où les phénomènes étaient beaucoup plus accentués. Donc, voilà un exemple d'érosion également, qu'on appelle érosion remontante, parce que la langue glaciaire grignote petit à petit la chaîne de montagne. Voilà un exemple de rimaille, c'est-à-dire que on a encore ici un petit névé, un petit glacier, et vous voyez ici un talus de roches qui sont tombées d'ici également, et certaines de ces roches sont impliquées, et ici aussi, sont impliquées dans la glace. Et lorsque la glace, évidemment, à l'époque, elle était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Lorsque cette langue de glace, en fondant, se déplace vers l'aval, eh bien, les blocs qu'elle encerne vont racler le fond et vont ménager la vallée en U. Voilà
un autre exemple de vallée glaciaire que vous connaissez tous, la vallée du Val d'Azun, qui est magnifique avec sa forme ici en V, et vous voyez que le gave d'Azun ici n'a aucun rôle par rapport au creusement de la vallée. Et il occupe tout simplement le fond de la vallée et il n'y a même pas de terrasses alluviales. Donc la glace joue à travers les millions d'années un rôle beaucoup plus important en ce qui concerne l'élaboration. Alors voilà un autre exemple, cette fois un exemple d'érosion mixte, à la fois glaciaire mais aussi et surtout fluviale, c'est l'érosion du Colorado. Mais là, on est dans un domaine tout à fait particulier, les roches sont plates, horizontale, essentiellement calcaire, profondément fissurée, et l'ensemble du plateau ici monte très graduellement sous l'effet de la poussée de la plaque pacifique qui s'enfonce sous la plaque nord-américaine, et donc cette surélévation finalement se traduit par un encaissement formidable de la rivière Colorado, plus de 1000 mètres de profondeur. Donc l'évolution de cette vallée traduit également l'histoire de la chaîne des Rocheuses, bien qu'on soit ici dans l'avant-pays oriental des Rocheuses. Un autre type d'érosion également qui est très intéressant, c'est l'érosion par antécédence. L'antécédence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, à un moment donné, il y a quelques centaines, voire millions d'années, le Massif central n'existait pas. Le terrain était relativement plat. Ce qui fait que, pour gagner l'océan de l'époque, les rivières dessinaient des méandres. Ces rivières dessinaient des méandres, et ensuite, la tectonique des Alpes et des Pyrénées est arrivée, le Massif central s'est soulevé progressivement et les rivières se sont encaissées sur place. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle le phénomène d'antécédence. Ce méandre, il existait à une période beaucoup plus reculée, beaucoup plus ancienne, le méandre d'aujourd'hui n'est que le reflet actuel en quelque sorte. Ce que l'on voit également, c'est le fonctionnement de la rivière, et vous voyez que ici en particulier, la rivière a tendance à déposer des matériaux qui sont couverts de prairies, et ici on est au niveau d'un coude, la rivière a tendance à creuser. De l'autre côté, c'est le phénomène contraire qui se produit. Ici, on a des dépôts, et ici, on érode. Ce qui fait que, tôt ou tard, eh bien, ces deux lits vont se rejoindre et déterminer la formation du Nil. À moins que l'homme ne domestique la nature en créant des barrages ou autre chose. Enfin, voilà un exemple d'antécédence. Ça, c'est un autre type d'érosion, c'est l'érosion torrentielle. Certains d'entre vous reconnaissent, je pense, la route de Cauterets. Et ici, quelque temps après, je ne crois pas que ce soit en mai 2012, c'est en 2018. C'est 2013. Oui, je pense. Juin 2013. Donc il va falloir que je corrige ça. Voilà. En tout cas, la route était en construction ici. Alors ça, ce sont des phénomènes tout à fait surprenants, et la géologie joue un rôle important également, parce que les matériaux arrachés, vous voyez, ce sont des éboulis de pente
qui sont ici. C'est-à-dire, on a un mélange de blocs de galets et d'argile, ce qui fait que lorsque le talus est sapé à la base par l'eau, eh bien l'ensemble dégringole et à ce moment-là, les blocs créent des dommages très importants. Le transport. Une définition, vous voyez, c'est le déplacement des matériaux qui résulte de l'altération et de l'érosion vers leur lieu de dépôt. Ces matériaux peuvent être en solution sous forme d'ions, des petites particules dans les boues, des grains un peu plus grossiers avec des grains de quartz dans les sables ou des blocs un peu plus importants sous forme de blocs rocheux, d'éboulis. Le transport, il se fait par les airs et celui-ci est actuellement de plus en plus important, en particulier dans nos régions. Il y a de plus en plus de matériaux qui viennent d'Afrique qui se déposent sur l'Europe, tout simplement en relation avec la différence climatique de température entre l'Afrique et l'Europe, finalement. Donc, vous l'avez constaté comme moi, les poussières du Sahara constituent un phénomène très, de plus en plus commun dans les Pyrénées. Il suffit d'aller dans un glacier comme le glacier du Vignemale au printemps pour voir les effets. Ensuite, le transport peut être terrestre sous forme d'éboulis de pente, littoral. Et alors les dépôts s'effectuent le long des côtes en relation avec les courants marins, ou bien sous-marins, au-dessous du plan d'eau des mers, sous forme de delta, de pentes turbiditiques. Les turbidites, ce sont des dépôts qui s'effectuent en relation avec la manifestation de courants de turbidité. Et ces courants de turbidité, en général, ils viennent de haut en bas. Ils sont essentiellement liés à la sismicité. Un tremblement de terre secoue un littoral et à ce moment-là déstabilise les roches sur le littoral, les eaux pénètrent dans les roches et entraînent l'ensemble pour donner des turbidites. Les phénomènes dans les Pyrénées sont importants, en particulier dans le versant sud, où au tertiaire, il y avait des pentes très importantes avec des mers très profondes. Voilà une rivière pépère dont nous parlerons la prochaine fois. C'est la Garonne en Val d'Aran, où la sédimentation entre les galets s'effectue sous forme d'ions en solution. L'eau est propre, vous voyez là, c'est essentiellement le carbonate de calcium et de sodium qui s'en vont tranquillement vers la mer. Ça par contre, on est à Gavarnie, c'est une érosion soudaine liée à un tremblement de terre qui a eu lieu à l'époque de Napoléon et où les deux versants de la montagne se sont ici et là, se sont éboulés et comme vous le savez peut-être, la vallée est restée fermée pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années également, impossible de passer. Voilà, un autre type de transport également, ce sont les moraines que vous voyez ici, c'est-à-dire des matériaux qui sont chargés de blocs, de grains plus ou moins grossiers et de blocs, et qui ont été abandonnés latéralement par
la langue glaciaire qui passait au milieu ici. En particulier lors de la période de régression glaciaire. La glace recule vers le nord, elle n'a plus la force d'amener les matériaux et elle les abandonne sur les bords, ici. Voilà l'érosion ou un système torrentiel également qui a le mérite de regrouper en un point l'ensemble érosion, circulation et dépôt. Vous reconnaissez, je pense, ce paysage qui est au-dessus d'Aragnouet, en allant vers le tunnel de Bielsa, et on a un cône ici, qui est un cône relativement récent, et où on voit bien le fonctionnement de l'eau. Vous voyez qu'ici on a essentiellement de l'altération et de l'érosion. Cette altération et cette érosion s'effectuent d'une manière remontante. Il y avait d'abord un petit cône qui a grossi de plus en quelque sorte. Ensuite, en dessous, les matériaux ont transité par un chenal d'écoulement qui était minuscule et puis qui s'est affaissé progressivement en s'élargissant. Et puis, comme on arrivait au fond de la vallée, brusquement, l'eau n'avait plus de compétence. Donc elle a abandonné les matériaux, ici, sous forme de ce cône de déjection. Et ce cône est fait d'un lacis d'anciens petits ruisseaux. Et vous en avez un récent ici, ou là, mais il y en avait des plus anciens également, qui faisaient que l'eau abandonnait les matériaux sur place dans ces cônes. Et ici, on a évidemment la vallée de la Neste, qui est une vallée plus récente et qui, elle, a entaillé l'ensemble. On change d'échelle et ce cône qui est ici ne fonctionne plus en tant que tel. Maintenant, c'est la vallée qui fonctionne. Transport en masse également, ce sont les inondations. Ça, c'est l'inondation de 2016 à Toulouse, avec, vous voyez ici, un restaurant qui a été emporté par la crue. Alors, les inondations, les crues de la sorte sont soudaines. On l'a vu en Espagne, malheureusement, et elles sont soudaines et elles se traduisent par une arrivée d'eau massive. Une arrivée d'eau massive qui traduit simplement la saturation des sols en eau en amont. Et cette saturation s'effectue dans une période qui est très courte. Et à ce moment-là, il y a un écoulement normal, naturel, et puis tout d'un coup, cet écoulement grossit parce que le sol en amont ne peut plus absorber l'eau. La sédimentation. Alors, cette sédimentation conduit à la formation de sédiments, pas de roches. Il faudra qu'il y ait la diagenèse après. Cette sédimentation, elle peut être continentale, vous voyez, fluviatile, glaciaire, lacustre. Elle peut être deltaïque. Un delta, il comprend le prodelta, le front et la plaine deltaïque. L'ensemble peut constituer un cône. La sédimentation peut être marine, littorale et de plus en plus profonde jusqu'au grand fond. Cette sédimentation marine, elle se répartit d'une manière générale en deux grands ensembles, c'est-à-dire un ensemble assez vaste de plateformes, un ensemble encore plus vaste des fonds marins, et entre les deux, un talus qui, lui, est en général beaucoup plus réduit en extension, mais avec des taux de sédimentation extrêmement variables. Alors voilà,
Ici, vous reconnaissez le cycle de l'eau et nous arrivons ici dans le domaine de la sédimentation. L'eau a circulé, s'est infiltrée, a été transportée le long des rivières et elle commence à se déposer ici dans les barres de méandres avant de rejoindre la mer et pour se déposer soit sur la plateforme, soit sur le grand fond, ici. Voilà donc 3 domaines sédimentaires particulièrement importants. Voilà le fonctionnement ici le fonctionnement du cours d'une rivière qui dessine des méandres. Vous voyez, l'eau circule de haut en bas ici et le flux est important au niveau des flèches rouges, ce qui fait que l'importance se rapproche des rives concaves ici et au contraire s'éloigne des rives convexes. Ce qui fait que dans les rives concaves on aura de l'érosion, et dans les rives convexes on aura de la sédimentation. Et le système se déplace d'amont en aval. Alors nous en verrons des exemples prochainement à propos de la vallée de la Garonne. Je vous ai mis cette image de Chine parce que pour vous montrer l'importance justement de la surrection des chaînes de montagne par rapport aux vallées alluviales. Ici vous avez le fleuve Jaune, qui est un fleuve qui vient des Himalayas, du nord des Himalayas, et qui va se déverser dans la mer de Chine, à droite. Et vous voyez que actuellement, le cours est relativement rectiligne. Par contre, vous voyez que dans le passé, il dessinait des méandres. Vous voyez, on a un méandre ancien, un peu plus récent, etc. Autrement dit, lorsque ces méandres se sont déposés, le cours de la rivière était différent de celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'approvisionnement en matériaux et en eau était plus fort qu'aujourd'hui, était moins fort qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les Himalayas étaient moins hauts. Les Himalayas étaient moins hauts, le relief était moins accusé et la rivière avait tendance à dessiner des méandres. Plus le relief monte et plus la rivière a tendance à dessiner un cours rectiligne. C'est ce que l'on voit ici et ça traduit manifestement, il y a d'autres exemples évidemment, la surrection très récente de la chaîne himalayenne. Voilà une sédimentation catastrophique, une image que vous avez tous perçue je pense, qui est cette ferme isolée en aval de la ville de Cauterets. Elle a été démolie par la suite d'ailleurs, maintenant. Ça c'est quelque temps. Alors j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, il me semble que cette crue avait eu lieu en 2012. Bon, à vérifier. Alors là, je passe très rapidement, puisque le mois prochain, nous parlerons d'un fleuve, la Garonne, et je vous montrerai à ce moment-là comment fonctionne une rivière lorsqu'elle quitte la montagne et avant de se rapprocher de la mer. On verra comment on passe du piémont pyrénéen jusqu'à la vallée, à large vallée de la Garonne, et on étudiera les diverses terrasses alluviales en amont de Toulouse, avec cette dissymétrie absolument extraordinaire de la vallée. Vous voyez, ça c'est le bord oriental de la vallée, ça c'est le bord occidental. Le bord occidental est tapissé de terrasses alluviales, le bord oriental n'en a aucune, et nous verrons pourquoi. Bon, des exemples donc de ces alluvions avec bon,
Ça, c'est une gravière. Et vous voyez qu'une gravière est faite de l'accumulation d'un certain nombre de cônes. Ça n'est pas continu. Vous voyez, les couches qui sont ici, elles butent là. Donc, la rivière est vivante lorsqu'elle dépose ces matériaux. La sédimentation peut être lacustre également, ici au niveau du lac de Gobes. Et à ce moment-là, cette sédimentation s'effectue en aval, comme ici, en période de très fortes eaux, mais surtout en amont, dans le delta, qui est ici, delta lacustre, en période de faibles eaux. Vous voyez, tout ceci, là où il y a du gazon, c'est de la terre en quelque sorte, qui, avec des graines de sable, qui est liée à la régression finalement du lac vers le nord dans la vallée. Et petit à petit, cette vallée va s'assécher et se remplir de sédiments, comme c'est le cas ici pour l'ancien lac des Oulettes. Vous reconnaissez ici le Vignemale avec son petit glacier, et ici on a un ancien lac qui s'est comblé petit à petit et où transitent des petits ruisseaux méandriformes qui sont essentiellement fonctionnels au printemps ou en automne et asséchés en été pratiquement. La sédimentation deltaïque, le fleuve atteint la mer et permet l'élaboration ici d'une plateforme interne deltaïque, d'un front de delta ici, qui est en pente forte, et d'un pro-delta ici. Et le plateau continental, lui, n'est pas alimenté directement par la rivière. Voilà. Alors, voilà un exemple de delta. C'est le delta de l'Èbre. Vous voyez ici la Méditerranée, l'Èbre est ici. Comme vous le savez peut-être, l'Èbre est une rivière, un fleuve qui est très récent, à peu près, il y a à peu près 3 millions d'années. Ce qu'on appelle la dépression de l'Èbre, qui était une cuvette exaucée, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, s'est trouvé en connexion avec la mer, d'où le creusement d'une vallée très profonde de la vallée de l'Èbre. Et pendant toute cette période du tertiaire et du quaternaire, le versant nord des Pyrénées fonctionnait avec un talus, je ne sais pas si je vous ai mis, non, je ne vous l'ai pas mis, fonctionnait avec un piémont et des rivières qui rejoignaient l'océan. Et en même temps, le versant sud des Pyrénées était occupé par une dépression deltaïque qui était lacustre, avec des évaporites, du gypse, etc., et qui se situait à 3000 mètres d'altitude. Et puis, il a fallu qu'un petit ruisseau, ici, traverse cette chaîne catalane côtière pour que l'Èbre se vide d'un coup de toute son eau, ce qui fait que dans le versant sud des Pyrénées, vous avez des canyons, vous n'avez pas des vallées avec des cônes alluviaux, vous avez des canyons qui traduisent la soudaineté de l'ouverture du delta. Et ce delta est très récent, donc moins de 3 millions d'années. Et sa forme, évidemment, est déterminée à la présence de courants marins. Vous voyez que les matériaux qui arrivent à la mer sont refoulés latéralement pour donner ces deux ailes qui sont ici. Bon, ça mériterait des commentaires beaucoup plus importants. Mais
Bon, je passe assez rapidement. Voilà un autre type de sédimentation, la sédimentation estuarienne. Ça, c'est l'estuaire de la Gironde, c'est-à-dire de la Garonne plus la Dordogne. Et les matériaux qui sont ici proviennent des Pyrénées et du Massif central. Et ils arrivent à la surface, ils arrivent près de la mer, ici, et à ce moment-là, ces matériaux sont chassés vers le sud par les courants marins. Ce qui fait que tout le littoral qui est ici est tapissé par des matériaux qui viennent en grande partie de la Loire et également de la Garonne. Et les courants marins balayent donc le littoral du nord vers le sud. Voilà un autre delta, le delta du Gange. Là, on change d'échelle, évidemment. Vous reconnaissez ici la rivière Gange. C'est une rivière qui vient du nord des Himalayas et qui par conséquent dépose des matériaux extrêmement importants. Regardez, ça c'est le talus deltaïque, et ce talus deltaïque c'est 3 fois la France, en quelque sorte. D'où l'instabilité des fonds dans cette région. Ces rivières ont tendance à déborder, à se déplacer, etc. Et quand on pense qu'il y a là des millions d'habitants, ça fait frémir. Alors voilà à travers cette autre image du bassin d'Arcachon, le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure. Voyez que ici le littoral est jalonné de sable. Ces sables-là proviennent de la Loire et de la Garonne, se déplacent sous l'effet des courants en direction du sud, ce qui fait que la rivière qui est ici, dont j'ai oublié le nom, qui rejoignait l'Atlantique ici, elle se dépasse progressivement vers le sud, ici, sous l'effet de l'arrivée de tous ces sables qui viennent du nord. Et c'est le même phénomène qui se produit d'ailleurs pour l'ensemble du bassin d'Aquitaine. Toutes les rivières de l'Aquitaine, ici y compris l'Adour, se déplacent vers le sud en relation avec l'accumulation des sables qui viennent du nord et qui sont poussés par les courants marins. Et évidemment, ces côtes qui sont là sont des côtes éminemment instables. Elles sont étroites et balayées par des courants unidirectionnels, toujours dans le même sens, et par conséquent, tout ça, ça file en direction du sud. Un autre type de sédimentation, ça c'est la sédimentation marine lagunaire, et elle est essentiellement, elle est carbonatée. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de courant, les eaux marines sont stables et le carbonate de calcium se dépose sur place autour des îlots ici, et ces plateformes sont très riches évidemment en récifs coralliens, protégés des vagues et extrêmement riches en carbonate de calcium. La diagenèse, c'est ce qui va traduire un sédiment et le transformer en roche. C'est la transformation du sédiment en roche. Cette transformation s'effectue à l'air ou bien sous l'eau. Les êtres vivants jouent un rôle important, en particulier les animaux fouisseurs, qui transportent les matériaux vers la profondeur ou vers la surface. Les sols jouent un rôle également très important dans l'élaboration et l'évolution des sols. N'oublions pas qu'une plante comme la vigne peut avoir des racines qui descendent jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. C'est dire l'importance du drainage. La dissolution des carbonates, évidemment, le CO3H2, le Ca du CO3H2 s'associe au
calcium, Ca. La déshydratation, oui, alors je vous montrerai des exemples également. La sédimentation précoce qui donne naissance à des croûtes, en particulier autour de la Méditerranée, en relation avec le climat, ou bien des congressions, des nodules, des stalactites, des stalagmites. Et en profondeur, on observe également une évolution diagénétique avec la lithification, c'est-à-dire le durcissement des sédiments avec perte d'eau. Et il bouge d'ailleurs plus ou moins, et vous voyez que là on a des surfaces d'articulation qui sont très rigides entre des blocs solides, et les matériaux qui viennent de là se déposent sur le bord ici. Et on va avoir à ce moment-là une roche beaucoup plus compacte. Voilà le même phénomène ici également. Vous voyez qu'il y a une perte d'eau qui est considérable en relation avec la profondeur. L'eau est abondante ici, elle est pratiquement plus abondante ici non plus. Vous voyez que le fossile, il s'est solidifié très tôt, donc il a résisté à la diagenèse. Par contre, toutes les argiles sont parties et les blocs viennent les uns à côté des autres. Une lithification précoce par évaporation des eaux qui sont chargées en sulfate. Et ça donne des sols polygonaux, vous avez tous vu peut-être ces sols polygonaux, en particulier lorsque l'on va dans des zones où le sel, dans les milieux au Moyen-Orient par exemple, sur le pourtour de la Méditerranée, également en Amérique du Nord, au niveau de la vallée de la vallée de la mort, on trouve ces sols polygonaux, c'est-à-dire que les matériaux qui sont ici ont durci très vite et ont emprisonné l'eau. Et sous l'effet des différences de température et des mouvements relatifs de matière, l'eau a tendance à s'échapper. Elle s'échappe ici le long de ces structures polygonales. Vous voyez, c'est le polygone, curieusement, beaucoup plus que le cercle, qui, dans ces cas-là, est la figure définitive qui traduit la lithification du gypse, qui est précoce. Alors voilà une coupe de roche qui vous montre divers types de concrétionnement avec des alvéoles, des encroûtements, vous voyez une croûte qui est ici, ou bien des nodules qui sont ici également. Alors ceci est lié évidemment avec la profondeur, la nature des sédiments et la dynamique d'ensemble. Alors cette recristallisation, elle peut se faire en plusieurs étapes. On a ici plusieurs étapes où on a sédimentation et arrêt de la sédimentation, arrêt, etc. Et l'ensemble a tendance à se remplir. L'alvéole se remplit. Par contre, ici, on a une alvéole qui est en train de se former. Elle n'est pas tapissée par des sédiments. Alors, la diagenèse qui est ce phénomène qu'on illustre là, traduit bien l'évolution du sédiment et permet de reconstituer son histoire. Dernier cycle, le cycle orogénique. Il est lié à la formation d'une chaîne de montagnes. Nous partons ici du sédiment qui a subi la diagenèse. Ensuite, il va se compacter, se métamorphiser, se plisser et se failler, se trouver injecté de magma et remonter à la surface sous forme de volcan. Alors, le métamorphisme, ouais,
faut que j'aille un peu vite, excusez-moi. Le métamorphisme, donc, il est soit général, soit au contact des massifs intrusifs, général ou au contact. C'est la transformation qui est essentiellement associée à la température. La température augmente avec la profondeur et également aux mouvements tectoniques qui ont tendance à faire migrer la matière. Alors voilà où se situe le métamorphisme dans le cycle sédimentaire général, ici. On va de la roche-mère jusqu'à la roche sédimentaire, et ici on arrive au cycle en quelque sorte magmatique, formation d'une chaîne de montagnes avec le métamorphisme qui se situe ici. Autrement dit, ce phénomène qui est ici, il est associé à la formation d'une chaîne de montagnes, c'est-à-dire 200, 300 millions d'années, alors que ce cycle qui est ici, c'est quelques milliers ou quelques millions d'années maximum. Alors, le métamorphisme se traduit par la transformation des matériaux. Les argiles se transforment en schiste et en lauze. Vous voyez, vous avez des lauzes ici. Ça, c'est du schiste métamorphique. Ici, on a une roche qui est recristallisée et qui est très riche en mica. Ici, c'est une ancienne argile qui est très riche en mica, mica noir, mica blanc. Ce sont des exemples dont nous parlerons à propos de Cuba. Ici, les calcaires ont été totalement recristallisés finalement et transformés en ce qu'on appelle des cipolins, c'est-à-dire les véritables marbres. Les marbres, ce sont des calcaires métamorphiques. Un granit n'est pas un marbre, au sens géologique du terme. Bon, la fracturation, je passe. Les failles peuvent être normales, inverses, coulissantes, disposées en réseau, et ces failles s'effectuent au niveau de la croûte terrestre qui est dure et par conséquent superficielle. Voilà une de ces failles ici en Ariège, où les matériaux calcaires sont coupés par un accident. Voilà une autre grande faille ici, qui elle joue à une autre échelle. C'est l'échelle du bassin d'Aquitaine. C'est la faille qui sépare le massif central du bassin d'Aquitaine proprement dit. C'est la faille de Villefranche qui arrive pratiquement jusqu'en région de Toulouse, et ici. Donc, ça veut dire que les failles peuvent jouer à travers les millions d'années pendant de très longues périodes. Alors voilà une faille qui est absolument spectaculaire. Ça, c'est la carte géologique de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, où nous irons, où je vous amènerai également. Et cette faille qui est ici, qui jalonne, si vous voulez, une chaîne alpine, une chaîne, et c'est elle qui a déterminé la formation de l'île. Autrement dit, elle joue en décrochement. Cette partie qui est ici, province occidentale du côté de l'Australie, se déplace vers le nord-est, et celle-ci se déplace vers le sud-ouest. Et cette faille qui est ici, elle a joué pendant toute cette période du Trias, du Jurassique, du Crétacé, du Tertiaire. Elle joue encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de tremblements de terre qui sont là. Mauvais temps pour la Nouvelle-Zélande de ce point de vue, puisque ce sont deux îles, celle du nord qui est volcanique, essentiellement avec des volcans actifs, et celle du sud qui est essentiellement tectonisée. Avec, vous voyez ici, Christchurch, où il y a eu un tremblement de terre assez récemment. Autre déformation,
cette fois des formations souples, ce sont les plis. La roche ne se casse pas, elle n'a pas la place pour se casser, et par conséquent, elle se déforme en souplesse, en particulier lorsqu'elle se trouve en profondeur. Et en domaine chaud, elle se recristallise et elle a tendance à se plisser. Autrement dit, il y a un étage supérieur dans la croûte qui est l'étage de la fracturation cassante et un étage inférieur qui est l'étage du plissement et de la fracturation souple. Alors voilà à diverses échelles des petits plis ici dans des schistes. Alors voilà, regardez, ici on a des couches qui étaient plates comme ça, elles ont été rebiquées comme ceci, vous voyez, elles sont revenues ici, et là elles reviennent dans l'autre sens pour dessiner ce nodule-là. Ça veut dire que le plissement ici, il est polyphasé. Il y a eu du plissement à plusieurs périodes. Et ici vous avez une faille au contraire, qui est une faille ouverte, tapissée de silice. Voilà, dans les Pyrénées, une belle guirlande de plis, ici, ce sont les plis hercyniens du pic Moustardé, en haute vallée d'Ossau. Le magmatisme. Alors, le magmatisme, c'est la formation des plutons, ou bien c'est la formation des massifs de granit en particulier. Les magmas sont issus de la base de la croûte, en relation avec la sténosphère. Ils montent parce qu'ils sont chauds et ils n'arrivent jamais à l'affleurement en tant que chauds, mais ils se trouvent exposés en surface parce que le relief est érodé. Différents types de granit. Voilà le granit de Cauterets. Le granit de Cauterets, vous voyez, il est né dans les profondeurs de la croûte, il est monté au cours de l'orogenèse hercynienne, il y a 300 millions d'années. Il s'est trouvé coincé ici à la fin de l'orogenèse hercynienne, et c'est l'érosion récente qui l'a mis à nu. Enfin, le volcanisme. Avec le volcan d'Ossau, c'est un volcan qui a 280 millions d'années, qui est explosif, d'où la formation de rhyolite et d'ignimbrite, c'est-à-dire de laves qui ont été projetées en l'air et qui se sont solidifiées en surface. Voilà l'histoire du massif de granit, du massif volcanique d'Ossau. Vous voyez l'allure actuelle, mais ça c'est pas un volcan. Ça c'est pas un volcan, c'est tout simplement le bord d'un volcan effondré, qu'on appelle ici, vous voyez, une caldeira. Ça c'est le volcan explosif au début, puis ici il a tendance à s'affaisser. Là, il s'affaisse totalement et s'éteint. Là, il disparaît totalement par érosion. Et ici, la tectonique pyrénéenne le fait remonter à la surface. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.